aimez DevApps. Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/devaps. Et bienvenue pour cette 7e édition de notre Meetup DevApps, de notre saison 5. Aujourd'hui, on va avoir juste une présentation de la part de Gérald Barré à propos de MS Build. Juste avant, juste quelques petites news. Donc on a eu la semaine dernière le lancement de Visual Studio 2022, le lancement de NetNIS, etc. Oui. Ah, il s'en remet pas non plus, lui. Ouais. A priori, Richard n'a pas eu une nouvelle box internet. Redémarre ton modem. Il y a quelqu'un qui a téléphoné en même temps, je pense. C'est ça, il y avait sa mère, elle a pris la ligne. Chier, quoi. Raccroche, maman. Vous m'entendez ou pas? Ouais, il faut que tu utilises un autre CD d'AOL. Celui-là, il est mort. Il a dû utiliser toutes tes minutes. Putain. Et Laurent, en fait, il parle, mais c'est marrant, mais on voit les lèvres qui bougent, mais il n'y a pas le son. Voilà. Ouais, j'étais mieux. Putain, on est en forme aujourd'hui. Là, je disais, quand il est revenu, on aurait dû tous rester figés comme ça, pas bouger. On avait dit, les bières, c'est après, quoi, les gars, pas avant. Ouais. Bon, donc Channel 9 qui va disparaître et qui maintenant s'intègre avec Microsoft Learn. Ça, c'est bon, pas très important comme information. Et puis, on a le Windows App SDK qui est maintenant dispo en version 1.0, qui est officialisé. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous aviez une réaction par rapport à tout ça. De toute façon, j'allais plus sur Channel depuis que les vidéos sont sur YouTube maintenant, de toute façon. Oui, c'est ça, ouais. Bien, vous aviez d'autres news que vous aviez vues pendant la semaine ou pas du tout? Non? Bon, eh ben, écoutez, on va passer directement la parole à Gérald qui va nous présenter MS Build et ses astuces. Ouais. Je vais partager mon écran si ça veut bien. Tac. Normalement, ça devrait être bon. Alors, j'ai juste une question. Ouais, avant que tu commences. Pourquoi Méziantou? Ouais, c'est une longue histoire, mais moi je suis originaire de Bretagne là, et il semblerait que Méziantou soit un mot breton qui veut dire logiciel, si tu mets un accent grave sur le U. Donc en fait, je fais chier tous les Bretons qui savaient traduire les logiciels en breton, parce qu'il y a des vraies associations qui se donnent là-dessus, parce que moi je sors dans tous les résultats numéro 1, donc en fait je les embête plus qu'autre chose. Okay. Je me suis posé la même question ce matin. C'est puissant. Attends, je pense qu'on peut arrêter là. Non, ça m'intéresse ton truc là. On a l'information du. Mais surtout. Putain, ça va, ça y est, je bug là-dessus maintenant. Puis après, Méziantou.net, c'était pas prévu que ce soit .net au début, là, enfin par rapport à .net là, mais bon, il se trouve que .com était pris, donc j'ai fait .net. Puis ça tombe bien parce que je fais que du .net maintenant quasiment, donc c'est la bonne extension de domaine. Mais d'autres questions d'avant-présentation ou Non, c'est bon, t'as fait la soirée. Et 3W, c'est par rapport à quoi? Alors c'est marrant parce que Méziantou.com, il répond pas rapidement. En Bretagne, ils ont leur propre serveur ou quoi? Méziantou.com, je pense, moi quand j'ai regardé à l'époque, c'est un domaine qui avait dû être abandonné et racheté par tous les trucs qui essayent de les revendre 3-5 000 $ là. Oui. Donc, je sais pas si c'est différent maintenant là. S'il est dispo, peut-être je rachèterai dans le doute, ça fait toujours bien. Ah ouais, parce que là c'est embêtant. Hein. Attends, mais .net, ça va bien pour le moment. Bon, c'est bon, Christophe, on peut y aller? Ah non, moi ça me fait flipper ce truc. Vas-y, Gérald. Ouais, donc c'est une petite présentation sur MS Build, là, parce que j'aime bien les concepts que les gens utilisent tout le temps et qui ne connaissent pas forcément très bien. Là, donc ça, donc on va voir à quoi ça sert et puis comment l'utiliser, l'étendre, etc. Donc en gros, qu'est-ce que c'est MS Build? C'est un truc qui sert à automatiser toutes les tâches.
principalement les tâches de build. Donc, dès que vous faites .NET Build, .NET Test, .NET Restore, plein d'autres commandes, en fait, ou que vous buildez un projet depuis Visual Studio, bon, en gros, vous allez utiliser MS Build. C'est un truc qui se base. Donc, pour déclarer vos tâches, vous allez utiliser des fichiers XML. Donc, souvent dans les fichiers CSproj, VBproj, VCXproj, SQLproj, enfin, tous les trucs qui se terminent par proj. Et c'est un truc qui est assez simple, en fait, parce qu'il n'y a que 4 concepts principaux. Il y en a un petit peu plus, mais on va rester sur les bases. Là. Donc, ça définit juste des properties, des items, des targets et des tasks. Donc, en gros, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Là. Et comment balancer MS Build? Bon, en gros, dès que vous faites un build dans Visual Studio, sinon, vous pouvez appeler directement l'exé si vous voulez. Donc, il y en a un qui vient avec toutes les versions de Visual Studio. Donc, si jamais vous voulez faire ça sur une build machine, utilisez VSWare. Ça permet de trouver le dossier, le bon dossier et puis de l'utiliser. Ou sinon, vous pouvez aussi utiliser le SDK de .NET, donc faire .NET MS Build et le reste de la ligne de commande. Puis, vous pouvez aussi l'installer en standalone à côté, mais je ne connais pas grand monde qui fait ça. Donc, voilà. Ça, c'était pour les bases. Et c'est la fin des slides, parce qu'on va tout faire dans VS Code avec de la démo. Tu es sur Windows 11. Ouais. Ouais, j'ai migré. Tu veux qu'on en parle? Bon. Ça va, hein, par le right-click dans l'Explorer, le reste, moi, ça me va. Là. Je n'ai plus trop de problèmes. Puis les mises à jour qu'il y avait eu sur d'AMD aussi, qui ont fixé des problèmes. Bref. Alors. En gros, un fichier MS Build, comment ça marche? Donc, on va avoir un fichier XML. Donc, on peut y mettre l'éxtension qu'on veut. En vrai, hein, ce n'est pas important. Ce n'est pas besoin d'être un CSproj. Là. Ça peut être un .xml ou .whatever. Ça va contenir une balise project. Et si vous voulez, vous pouvez mettre un XML namespace, mais ce n'est plus obligatoire. Là. Puis dedans, vous allez déclarer ce que vous voulez faire comme tâche. On peut voir que Copilot suggère des choses très intéressantes. Mais on ne va pas l'utiliser. D'ailleurs, je pense que je peux le désactiver. Comment on fait? Voilà. Ouais, il faut XML. OK. Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir déjà créer une première tâche. Dire, quand on va vouloir automatiser un build, en gros, on va avoir des tâches qui vont être du style restaurer package nugget, puis lister tous les fichiers CS, puis appeler le compilateur, etc. Mais nous, on va faire des choses très, très simples pour la démo et expliquer les concepts. On va faire, par exemple, une première tâche. Donc, les tâches, en gros, on va les mettre dans les targets. Donc, les targets vont avoir un nom, ce nom qu'on veut. C'est utiliser des noms qui sont un peu descriptifs. Puis, on va faire une liste d'actions dans chaque target. Donc là, j'ai mis juste une tâche qui consiste à afficher un message et qui devrait afficher Hello World. Et donc là, on va pouvoir builder ça. Je ne sais pas si c'est assez gros en termes de texte. Vous dites s'il faut zoomer ou pas. Ouais. C'est bon. J'avais déjà zoomé pas mal, mais dans le doute. Vu que Denis n'est pas là. Ouais, c'est OK, donc là, en gros, on va utiliser .NET MS Build. Je mets le tiré no logo parce que ça évite d'avoir 2 lignes qui affichent la version d'MS Build et des choses comme ça. Et puis, je passe le fichier XML qui correspond au fichier qu'on a créé juste au-dessus. Que j'ai oublié d'enregistrer, forcément. Alors, classique. Voilà, donc là, en gros, ça va juste afficher Hello World, parce qu'on avait demandé d'afficher Hello World. On peut dupliquer le message, et puis on va en avoir 2 cette fois. Donc ça, c'est pour la démo très, très basique. On peut rajouter autant de targets qu'on veut. Donc là, par exemple, je rajoute un display message to. Cette fois, si je lance, en gros, par défaut, ça va exécuter la première target qu'il trouve. Mais on va pouvoir spécifier ce qu'on veut. En fait, ici, on va pouvoir faire un /t pour spécifier la target, dire qu'on veut faire display message to, que j'ai encore oublié d'enregistrer. Ça va être le running gag toute la démo. J'ai oublié d'enregistrer le fichier. Donc là, ça fait bien Hello DevApps, parce que ça a exécuté que la target 2. Mais on peut exécuter autant de targets qu'on veut. Il va le mettre à la bonne place. Puis je vais le séparer par des virgules. Cette fois, ça a exécuté donc, la première target. Donc on voit les 2 premiers messages et la deuxième. Après, on va pouvoir faire des choses un peu plus complexes. Parce que par exemple, quand on fait un build, nous, ce qu'on va faire, c'est juste dire on veut builder le projet. Donc, on va avoir une seule target qui est build. Par contre, cette target-là va avoir des dépendances. D'abord, il va commencer par restaurer le package nugget, puis il va faire le build. Et plein d'autres choses. Hein. Vas-y. Une petite question, Gérard. C'est quoi la différence entre .NET MS Build et .NET Build? Comment tu
.NET Build, en gros, c'est un wrapper autour de .NET MS Build. C'est juste, il va réécrire. Attends, je vais me mettre dans le dossier console. Là. Je pense qu'on le voit d'ailleurs quand on fait... Hop. C'est juste ça, normalement. On le voit. Ça, hop, j'étais un peu verbeux. Le log du début. Est-ce qu'on le voit ici? .NET Build. Il me semblait qu'à un moment, ouais, tu vois, là, on voit qu'il essaye d'exécuter, tu vois, de loader MS Build. Ouais. Qu'il appelle donc d'autres commandes, mais en gros, c'est juste un wrap. Quand tu fais MS Build, MS Test, .NET Restore, pardon, c'est juste des wrappers pour MS Build. Ok. C'est juste que les gens ne connaissent pas la syntaxe .NET MS Build. Qu'est-ce qu'il faut faire pour builder? En gros, tu vas devoir appeler /t de .build explicitement. C'est juste plus compliqué, donc ça. Donc, on était à définir les targets et mettre des dépendances. Donc, par exemple, on pourrait dire que displayMessage2, pour être exécuté, a besoin d'abord d'exécuter displayMessage. Donc, pour ça, ce qu'on peut venir faire, il y a deux façons de faire. Donc, la première, ça va être de mettre depend_on_target. Cette fois, on va dire que pour exécuter message2, il faut d'abord appeler la première target. Hop. Si je fais ça, hop, donc là, j'ai dit exécuter que la 2 et pourtant, ça a quand même exécuté la 1, qui est logique, parce qu'il y a une dépendance. On peut avoir autant de dépendances qu'on veut. La première tâche peut aussi dépendre d'une autre, ou peut dépendre de 3 tâches différentes d'ailleurs. On pourrait mettre ici, on peut les séparer, mettre un point virgule et mettre une liste de tâches en fait. Une autre façon de faire, qui est plus utile dans des contextes où on n'a pas, c'est pas nous qui définissons tout le build, mais où c'est, par exemple, quand on utilise quand on fait un CSProj classique, souvent il n'y a pas tout le build n'est pas dedans, c'est le framework, le SDK de .NET qui fournit quasiment tout le contenu du CSProj. Ce que j'ai pas expliqué, mais quand on fait ça, le vrai MS Build qui est exécuté contient plus de 5000 lignes de XML, qu'on ne voit pas forcément tout. Donc la plupart du temps, on n'a pas tout le fichier, enfin, tout le contenu. Donc pour ça, il y a d'autres moyens d'extension qu'on va avoir. On peut faire depend_on_target. On va pouvoir dire, exécute-toi avant une target donnée. Et on a l'équivalent forcément du after target. On va pouvoir mettre une autre target. Donc là, c'est pareil, MSBuild va choisir dans quel ordre on reste. Enfin, il va exécuter toutes les tâches. Sachant qu'il est aussi capable de paralyser certaines tâches au besoin. Donc, si vous définissez bien vos dépendances, ça permet aussi d'accélérer certains builds en faisant des tâches en parallèle, puisqu'il n'y a pas de dépendance, etc. Juste un truc. Là, effectivement, tu parles de target avec pouvoir mettre en place plusieurs targets à l'intérieur de son project. Là. Donc, on peut imaginer que ça peut devenir complexe. Est-ce que... Et moi, j'aime bien tout ce qui est designer. Est-ce que tu sais s'il y a un designer qui existe ou pas du tout? Alors, pour designer, non. Pour débugger, une fois que tu as lancé ton build et que tu ne comprends pas ce qui s'est passé, oui. D'accord. Tu peux voir ce qui s'est exécuté avec un designer. On verra ça. Tu me le rappelles quand on parle du binlog. D'accord. Je te montrerai l'écran qui correspond. On a l'impression que c'est presque préparé comme émission. Presque. on a répété au moins 2 minutes avant. Donc après, ce qu'on va vouloir faire, c'est bien de définir les targets, là, mais on va souvent avoir plein de propriétés à définir. Par exemple, c'est quoi le nom de mon application, c'est quoi ma target, le framework, le target de framework target, ou le langage version. Enfin, il y a plein de propriétés. Pour ça, on va pouvoir définir autant de propriétés qu'on veut. Donc, on les met dans un élément qui s'appelle property group. Puis c'est genre key value. Donc là, la key, ça va être name. La value, c'est devaps. Si on duplique, ça écrase la valeur qui est définie avant. C'est vraiment juste une valeur. Enfin, chaque nom a forcément qu'une seule valeur. Et cette valeur-là, on va pouvoir l'utiliser. On va mettre hello world. On va simplifier un peu le fichier, supprimer les choses qui ne sont pas utiles. On va pouvoir l'utiliser en mettant $ parenthèse. Donc là, on peut voir que ça a bien expandé la variable et ça utilise hello devaps. Enfin, ça affiche hello devaps maintenant parce qu'on l'a défini ici.
Et on peut aussi le définir sur la command line avec /p de .name, le nom de la propriété, donc là, name, world. Cette fois, ça remet bien hello world. La propriété est définie via la command line. Donc ça, c'est des cas, pour revenir au cas de .NET Build, là, quand on fait en fait --configuration release, en fait, ce qu'on est en train de faire, ce que .NET Build va faire, c'est juste réécrire le configuration release en /p de .configuration égale release. Est-ce que tes outils te permettent de, par exemple, faire un petit refactoring? Si j'ai envie de changer name partout, la propriété name, T'es dans l'XML, hein. Malheureusement, t'as pas grand-chose. Ok. Donc, Peut-être Rider contient ça, mais non, Visual Studio, il n'y a vraiment rien. Et peut-être Rider, je ne sais pas, je ne connais pas assez. Je n'utilise pas parce qu'il ne marche pas en général sur mes projets, malheureusement. Ok. Petite question. Non, il n'y a pas de refactoring. Gérald, s'il te plaît, sur tes définitions de propriété, là, est-ce que dans les dernières versions d'MS Build, on peut les partager entre plusieurs définitions de build? En fait, ce que tu peux faire, c'est vrai que je n'avais pas du tout parlé, mais ici, tu peux faire test.xml, enfin test2, là. XML. Dedans, tu fais ça. Hop. Puis ici, en fait, ce que tu vas faire, c'est de le définir ici. Tu vas faire un port. C'est quoi la syntaxe? Object égal, test. Il n'est juste pas aller. Double quote. En faisant juste ça, en fait, tu vas importer un fichier qui serait commun. Je vais l'appeler test2 d'ailleurs. On peut le faire à partir de quelle version de MS Build, ça? Le import depuis le début, depuis la V1. Après, il y a d'autres trucs qui sont implicites maintenant. Quand tu es dans le cadre d'un projet .NET, enfin, qui utilise le SDK ou qui utilise une version récente des imports comme ça, tu peux faire un truc qui s'appelle directory.build.props. Et ce fichier-là, il est importé automatiquement. .props ou .target. Faire gaffe, c'est case sensitive. Alors moi, il me pose problème ce fichier-là. Parce que moi, j'ai plusieurs langages, j'ai plusieurs versions, j'ai plusieurs plateformes. On n'est pas impacté par le fait, justement, dans ce fichier, de déposer des propriétés spécifiques à certains langages. Je donne un exemple. Hein. Je veux limiter des versions de VB, je veux limiter des versions de C#. Ça pose pas de problème. Ouais. Techniquement, non. De toute façon, tu peux faire des trucs qu'on va voir un petit peu après. Tu peux mettre des conditions sur tout ce que tu définis. Et en fait, tu peux filtrer des choses. Et ça, on va le voir un peu après. Non, pas long. Ça, mais en tout cas, avec les imports, tu peux importer explicitement ce que tu veux, en fait, n'importe quel fichier. Et donc partager du code. Et il y a même d'autres façons, d'autres imports implicites, en fait, dont je vais parler un petit peu après, mais pas forcément faire des vrais démos, là. Je m'étais où? Ouais, donc j'avais les names, là. Au niveau des propriétés, en fait, ce qu'on n'a pas dit au début, c'est que MS Build, c'est full du .NET. Et en fait, il y a des choses de .NET qui sont accessibles dans MS Build. Notamment, en fait, ici, ce qu'on est en train de définir, c'est des strings. En fait, on a accès à toutes les méthodes des strings sont accessibles. Donc là, quand je fais un substring, c'est vraiment la méthode .NET string.substring avec les arguments qu'on connaît. Et donc ça, si j'affiche name 0, normalement, voilà, ça a pris la première lettre, que j'ai fait 0,1. Ça, donc là, ça donne accès à des méthodes de .NET. On en a d'autres. On peut accéder aussi à des propriétés statiques, par exemple. Donc si je veux connaître la date courante, pour ceux qui ont fait du PowerShell, vous retrouvez un peu la syntaxe de PowerShell avec des brackets, le type, 2 points, et puis le nom de la propriété. On peut faire la même chose avec des méthodes. Donc là, si je veux générer un nouveau GUID, donc là, chaque build, vous aurez un nouveau GUID. Et puis même, on peut appeler des méthodes qui ont des arguments. Donc là, c'est la partie un peu fun. C'est que donc là, je fais un path combine. Et en premier argument, je suis en train d'évaluer une propriété qui aurait pu être définie. Je vais remettre une qui est définie plus. Qui est définie plus haut, là, donc name. Donc là, le premier argument sera mon name. Et le deuxième, c'est une string que je fournis. Alors, il y a 3 syntaxes pour les définir des strings, avec des backticks, avec des simples quotes ou des doubles quotes. Il y a un vrai usage à ça. Je ne sais pas si je vais le montrer après, mais il y a un vrai usage à avoir 3 syntaxes différentes. Parce qu'en fait, on peut se retrouver avec des cas où on les imbrique les unes dans les autres.
Et donc, au moins, ça permet d'éviter de sortir de cas un peu bizarres des fois. Mais je ne suis pas sûr que je vais le montrer dans la démo, là. C'est un peu avancé. Et donc, là, tu es en train de nous dire que MSBuild, c'est un exécutable .NET. Ouais, c'est du .NET, ouais. En fait, tu peux regarder, tu vois, ici, tu avais la DLL, d'ailleurs, MSBuild exécutable. Là, tu as MSBuild.dll ici, qui est là que je prends du SDK .NET. Tu peux décompiler ce code-là si tu veux, ou il est accessible sur GitHub aussi. Je ne l'ai pas montré, mais en gros, tu peux y accéder. Attends, je vais essayer de te retrouver ça. GitHub MSBuild. On va le trouver ici, tu vois. Donc, il est open source en plus. Et si tu regardes là-dedans, il n'y a que du C# qui traîne. C'est full C#. Avec les belles interfaces iBuild Engine 1, 2, 3, 4, 5, 7 jusqu'à 10. Là. Et ouais. Ah, c'est pas en VB. Non, pas à ma connaissance. Je pense pas qu'il y ait eu un port vers du VB. C'est pour son concurrent, Workflow Foundation, qui est mort, ça, en fait, qui dit ça. Ah oui, c'est vrai. Le bon vieux Workflow Foundation. On critique pas. On critique pas. C'était utile et les gens l'ont utilisé, ça marchait bien. Et moi, j'en ai encore en prod. Hein. Alors, je voulais montrer aussi, c'est donc les conditions, quand on disait qu'on peut apporter des choses avec des. Définir des propriétés ou des choses qui sont des conditions. Donc pour ça, on va pouvoir, par exemple, ici, donc là, on va prendre un cas où je n'ai pas défini DevApps, le name. Si je vais lancer ma target, je vais essayer de redéfinir une propriété, la propriété name. Et là, je vais dire si la propriété name est vide, donc en gros, si elle n'a pas été définie, parce que quand ce n'est pas défini, MSBuild évalue en string vide. Bah, si ce n'est pas défini, en gros, on va définir la propriété name avec la valeur world. Donc là, si je lance ça tel quel, normalement, ça fait hello world. Par contre, si je redéfinis DevApps avant, j'aurais pu le faire via command line aussi. Ici, ça va faire hello DevApps. Parce que la condition, cette fois, va être fausse, et du fait, ça ne va pas écraser la propriété name. Sachant que les conditions, on peut les mettre n'importe où, quasiment. C'est-à-dire qu'on peut le mettre sur les properties, je pourrais le mettre sur la task ici. De mémoire, je peux le mettre sur la target, j'ai un doute sur la target, mais quasiment partout, en fait, on peut les définir. Donc, justement, quand on parlait tout à l'heure le directory build props, il faut dire si le fichier courant, en fait, si le fichier, c'est un VB proj, je mets des propriétés, c'est un CS proj, je mets des propriétés. C'est des choses qui sont faisables. Sachant un truc aussi au niveau des propriétés, très rapidement, je vous redirigerai vers Adoc pour ça, là, mais il y a plein de propriétés qui sont déjà prédéfinies. Il y en a une vingtaine ou une trentaine. Par exemple, ici, j'ai mis MSBuild Project Directory. Ça va me donner le chemin du fichier courant. Donc ici, je suis dans, pas du fichier courant, du fichier racine. Parce que quand on fait des imports, celui-là sera toujours le premier fichier qu'on a importé. Et donc, on va avoir le fichier courant, le dossier du fichier courant, la version d'MSBuild, plein de choses qui sont déjà prédéfinies et auxquelles vous avez accès. Donc ça, sont toutes documentées. Hein. La doc est très, très complète et bien plus que ce que je vais dire là maintenant. Donc, n'hésitez, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder la doc. Hop. Les conditions. On va passer aux items, donc la deuxième chose. Donc, en gros, les items, ça va être, par exemple, quand vous allez faire un build.NET, vous allez avoir la liste des fichiers à compiler. Donc ça, c'est une collection d'items, une collection de fichiers. Et ça, on va pouvoir les définir via un élément qui s'appelle item group. On va donner un nom à notre collection, ici, une liste de personnes, donc people. On va faire un include en spécifiant un nouvel item à ajouter. Donc là, on va ajouter un item qui s'appelle Alice. On peut en ajouter un qui s'appelle Bob. On peut inclure Carl. On peut séparer les items par des points-virgules aussi. Donc là, je suis en train d'ajouter 2 items. Et on peut en supprimer, si on veut. Donc, ils sont tous représentés par une clé. Ici, on choisit, et donc c'est unique. Et à la fin, on va pouvoir, si on veut, on peut les afficher, encore une fois. Okay. Cette fois, la syntaxe est un tout petit peu différente. Ce n'est pas $, c'est un @ parce qu'on est sur une collection. Encore une fois, ceux qui font du PowerShell ont peut-être reconnu les similitudes. Hop. Et donc là, il va nous afficher avec des points-virgules entre tous les items qu'on a.
On peut aussi spécifier quel séparateur on veut, des points-virgules. Là, on nous a mis des espaces. Ça, c'est le deuxième argument. Une autre chose qu'on va pouvoir vouloir faire, c'est que, certes, on a défini un item, mais un item, on peut leur donner des métadatas. Par exemple, on va vouloir afficher on veut peut-être afficher un nickname pour nos personnes. Là. Bon, Bob, on va l'appeler Bob pareil, etc. Là, on peut leur donner autant de métadatas qu'on veut. C'est juste un name et une value. C'est complètement open, quoi. C'est très, très ouvert. Et comme ici, on met un nom, c'est le nom qu'on veut. Comme dans les properties aussi, on mettait le nom qu'on veut. Donc, c'est ouvert. Là, on met ce qu'on veut. À une petite condition, c'est qu'il y en a qui sont built-in et qu'on ne peut pas réécraser. Donc, il y a certains noms qui vont être réservés, en fait. Mais de manière générale, c'est open. Donc, cette fois, si j'ai envie de pas afficher le nom de la personne, donc pas Alice, mais son nickname, là, la syntaxe, c'est là que ça devient plus fancy. On va faire le petit opérateur flèche sur la collection. Un peu plus fancy. Dans ce cas spécifique, je crois qu'il y a une syntaxe plus courte, mais ça, c'est la syntaxe générale. Là. Et donc, en gros, flèche, c'est un peu faire un for each sur pour les items, accéder à une metadata. Et donc, pareil, avec un %, ce qui est un peu bizarre, mais c'est le troisième opérateur réel. Là. Donc, on avait le $ pour les propriétés, le @ pour les collections et le % pour les métadatas d'un item dans une collection. Là, si je sauvegarder, cette fois, ça affiche bien le Al ou Bob plutôt que le nom complet. On va avoir des choses aussi, des fonctions accessibles. Pareil, je ne vais pas en parler de tout là, mais si on va afficher le nombre d'items dans une collection, il y a des fonctions qui sont accessibles directement, genre count, ou on va avoir des index of, des choses comme ça, qui nous permettent de faire des petites opérations parfois utiles. Pour ça, on parlait des autres choses plus avancées. Pour définir des collections aussi, ce qu'on va pouvoir faire, c'est, je vous l'ai sûrement vu avec les trucs, mais c'est assez commun. On peut utiliser du globbing. C'est quoi? Du globbing. C'est faire des étoiles, en gros, et dire étoile pour dire n'importe quel dossier. Puis après, donc en gros, là, c'est tous les fichiers C# qui sont définis n'importe où en dessous du dossier courant. Ouais. Ça. J'aurais pu l'appeler file, ce serait plus logique. Ça, si vous reprenez dans le SDK.NET, en gros, ça s'appelle compile pour cette propriété-là, parce qu'il y a des fichiers à compiler. Là, on peut voir qu'il a trouvé plusieurs fichiers, parce que j'ai un petit dossier avec une application console à côté qui contient des choses. Ça. Donc, en gros, ça se permet de définir rapidement une liste de... quand vous basez sur des fichiers, d'avoir une collection qui n'a pas besoin d'expliciter chaque fichier, là, comme dans les très vieux CSproj. Donc là, en gros, on a vu les propriétés, les items, les targets, les dépendances entre les targets. Donc on a fait pas mal le tour. C'est juste. Donc on peut faire un petit exemple maintenant un peu pour wrapper le tout et voir comment on pourrait faire un fichier, un CSproj qui build un projet C#. Alors ça ne va pas vraiment builder un projet C#, parce que pour builder, ça va falloir trouver la liste des DLL, etc. là, mais qui fait comme si. Donc pour ça, on va repartir de zéro. Pour builder, on va avoir besoin de plusieurs propriétés. Donc déjà, c'est quoi le nom de notre assembly, donc le DLL qu'on va générer à la fin, ou l'exe. Où est-ce qu'on a envie de le générer? Là, on va une belle majuscule. On va générer un exe. On va avoir besoin d'une liste de fichiers à compiler. On l'a vu avant. Compile, étoile.cs, donc tous mes fichiers C#. On va avoir besoin d'une target de build pour builder. Et là, on va avoir des choses. Je vais remettre ça après. On va commencer simple. En gros, normalement, on a une tâche qui s'appelle CSC pour C# Compiler. On y passe une liste de sources, etc. Mais ça prend pas mal d'autres arguments pour réussir à builder réellement un exe. Donc, j'ai mis une autre tâche basique qui prend la liste et qui va écrire un fichier avec l'output path qu'on a déclaré avant, qui va l'overrider à chaque fois. Et son contenu, ça a juste la liste des fichiers à compiler. Puis on va mettre un petit message qu'on a réussi à compiler. J'ai qu'une target, donc je n'ai pas besoin de la spécifier. Et ici, à gauche, normalement, on voit que j'ai un programme.exe qui est apparu.
et qui contient bien la liste de tous les fichiers C# qu'on avait. Par contre, maintenant, ce qui va être, si je relance, bah, pareil, il va recompiler. Par contre, quand on fait quand on compile un projet en .NET, si nos sources n'ont pas changé, il ne va pas recompiler, il va nous dire que notre projet est déjà à jour, besoin de rien faire. Donc pour ça, en fait, MS-Build définit 2 informations cruciales pour ça, qui vont être en fait notre target pour être exécuté, de quel fichier elle a besoin d'entrer et quel fichier elle va outputter. Donc pour ça, on va dire, va à tes inputs, donc ça va être la liste des fichiers à compiler, et ton output, c'est le dossier, le fichier, le exe qu'on va générer. Cette fois, par contre, si je relance la target, le build, on voit qu'il n'écrit plus compiled. En fait, il n'a rien fait. Par contre, si je vais modifier un fichier C#, voilà, je vais rajouter une ligne vide, je relance. Cette fois, il a détecté que mes sources, mes inputs ont changé, et du fait, il va compiler. Donc ça, c'est pour avoir des builds incrémentaux, c'est quelque chose qui est très important. Et ça va vous sauver pas mal de temps dans vos builds quand ils sont définis correctement. Et après, si on veut faire un fichier un tout petit peu plus complet, on a une target qui s'appelle rebuild. Et un rebuild, en fait, c'est quoi? Ça va d'abord être un clean. Donc, on va supprimer le fichier qu'on a outpoussé, donc le point .exe. Et ensuite, on va pouvoir définir la target rebuild, qui est en fait juste être un clean suivi d'un build. Et le rebuild, en fait, ne fait rien en tant que tel. Là, c'est juste, il va juste dépendre des 2 tâches dans le bon ordre et faire ce qu'il faut. Gérald, petite question sur tes inputs. Est-ce que tu peux indiquer en plus une liste, par exemple, de DLL? Ouais, en fait, ici, tu mets point virgule, quelque chose. Tu mets une note, je pourrais appeler, je sais pas, dépendant de 6, là. Et ça marche. Donc, on peut imaginer que s'il voit qu'une DLL a changé depuis la dernière fois qu'il a compilé, il va relancer. Il va recompiler, ouais. C'est ça. Il faut bien indiquer, je sens, toutes tes dépenses doivent être vraiment explicites pour que ça marche correctement. Donc, ça peut aussi faire des listes qui parfois sont longues à définir. Mais il faut que si tu oublies les dépendances, en fait, tu vas avoir des cas où tu vas demander de builder et puis ça ne va pas builder parce que tu as juste oublié de déclarer une dépendance. Les dépendances, ça peut être une liste que tu as déclarée en amont ou quelque chose que tu crées dynamiquement? Ouais, ça peut être totalement dynamique. Ce qu'ici, par exemple, je pourrais te dire include quelque chose. Et puis en fait, je pourrais remplir cette collection-là à partir de compile et doc chose, enfin, de ce que je veux, et puis en fait la réutiliser ici. D'accord. Et dans ce cas, tu crées quelque chose qui est très dynamique. D'autres questions là-dessus? Donc on passe à la suite. Ouais, moi j'ai une question intéressée. Imaginons que les différentes étapes, je m'en sers pour compiler différentes solutions. D'accord. Ouais. Est-ce que je peux imaginer que, imaginons la deuxième étape de compilation de la deuxième solution, utilise, comme on le fait avec XAML, la notion de dossier de travail. Ouais. Donc on peut très bien lui dire de compiler et d'aller vérifier, d'utiliser des DLL qui sont dans un autre dossier alors. Oui. Ok. Il n'y a pas vraiment de limitation à ce niveau-là. Donc on peut vraiment reproduire dedans ce qu'on a avec Workflow Foundation en fait. Techniquement, c'est aussi un truc de workflow. Donc, ouais, mais la syntaxe n'est pas la même et la syntaxe n'est pas la même. On ne l'a pas aujourd'hui dans Azure DevOps quand on fait un pipeline. La notion de dossier de travail, c'est pas évident à mettre en place. C'est possible, je ne connais plus très bien le Workflow Foundation, Azure DevOps, parce que Azure DevOps, GitHub maintenant. Sur les pipelines, moi, j'ai pas. Même sur GitHub Action, j'ai pas trouvé ça. Là, c'est un autre sujet que tu abordes. C'est le fait que l'exécution de ton MS Build, il se fait dans Azure Pipeline, quoi. Non, pas forcément, parce que tu le fasses sur le pipeline, tu le fasses sur un serveur ou autre, ça ne change rien. Hein.
que ce soit dans Azure ou dans autre chose. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'enchaînement des actions et de savoir, par exemple, quand on dépend de DLL, que nos DLL, par exemple, on va les définir manuellement ou par la définition de build, et qu'on ne va pas forcément faire confiance à ce qui va être déclaré dans le projet que le développeur a créé, quoi. Enfin, moi, j'ai le cas. Donc, Tu as aussi un truc là, tu vois, tu pourrais dire ta build, elle dépend de. Là, tu fais un depends on target. Là, tu auras une première étape. Ici, tu as le droit de. Forcément, si je me trompe, tu auras le droit de définir les nouveaux items ici, là. Tu vas pouvoir utiliser dans ta deuxième target ici. Aussi, la première target qui va peut-être builder ta première solution va en plus rajouter des items dans quelque part que tu peux réutiliser dans dans une target après. En gros, les targets ont une notion un peu d'output, si tu veux. Qui permet des fois de passer de l'info. Exactement la même chose qu'on avait sur les activités, effectivement, Workflow. Ouais, ça me plaît, moi. Finalement, je m'y étais plus intéressé à MSBuild, mais là, il y a des choses qui m'intéressent. Puis la dernière chose, peut-être qui va te plaire par rapport à Workflow Foundation, dont je voulais parler. Donc ici, par exemple, j'utilise Message, j'utilise What Lines to File, où on pourrait utiliser CSC. Donc en fait, MSBuild vient avec une liste de tâches qui sont prédéfinies, mais on peut en créer autant qu'on veut. Donc je ne vais pas forcément montrer comment on les définit, mais en gros, on fait une DLL.NET, on prend une dépense sur la DLL d'MSBuild, on crée une classe qui hérite de task base, je crois, de mémoire. Et ensuite, une fois qu'on a fait notre DLL, on peut l'importer ici en disant voilà ma DLL qui contient des tasks. Je veux importer la tâche qui s'appelle, on peut mettre le full name, et ensuite on peut l'utiliser dans nos targets en passant des paramètres. Et cette tâche-là, on doit aussi d'outputter des nouveaux items ou des nouvelles choses. Donc elle a des inputs, mais aussi des outputs qu'on peut réutiliser. Voilà, donc par rapport à Workflow Foundation, tu pouvais faire tes actions, enfin tes actions custom aussi via du code. Là. Ça ressemble un petit peu. Là. Alors, je vais supprimer ça. On débloque tout ça maintenant. Ça, c'est la question toujours un peu plus compliquée. Normalement, j'ai tout gardé. Hop. OK, donc ici, en fait, soit on regarde le log, ici, qui print. Donc, on peut mettre une verbosité détaillée, donc qui affiche un log immonde, très très long et immonde et illisible. Ou juste, on ajoute /BL pour avoir le binary log, qui active le binary logger qui va loguer un fichier binlog. Donc ici, on peut voir d'ailleurs qu'il a bien activé le binary logger. Donc /BL, c'est une version simplifiée du vrai truc complet. Donc là, bon, toujours le même output, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'il nous a généré un fichier qui s'appelle msbuild.binlog. On peut le nommer différemment. C'est un fichier binaire. Donc pour ça, on va l'ouvrir dans un autre programme. Hop. Qui s'appelle donc msbuild Structured Log Viewer, qui est aussi accessible. Donc ça, vous cherchez ça sur Google, vous le trouverez directement. Ils ont aussi une version WebAssembly maintenant. Il vous évite de downloader l'exé sur votre machine. Là, vous allez sur le site web, vous drag and droppez votre binlog et c'est bon. Et en gros, ce fichier-là, qu'est-ce qu'il va contenir? Donc, ça contient le contenu du log le plus verbose possible, mais lisible via l'outil. Donc ici, on va retrouver donc, nos variables d'environnement, les fichiers qui ont été évalués, et sur la version d'MSBuild, des fois, ça peut être utile. Et surtout, nos fichiers CSproj. Alors, il n'y a pas de zoom là-dedans, désolé. Je vais peut-être pouvoir lancer un zoom it, ce sera peut-être mieux. Hop. OK, c'est un peu mieux. Donc ici, on peut voir qu'on a notre test.xml qu'on a lancé. Hop. Et dedans, je vais juste préparer un petit peu les choses. Donc ici, on peut voir par exemple qu'on a ajouté des items. On va avoir la liste des items qui ont été ajoutés. Donc, avec tout s'ils ont des métadatas, on va avoir accès à leurs métadatas, on va avoir la liste des properties, on va avoir toutes nos targets. Ici, on peut voir que la target clean, c'est ça le syntaxe, ouais, clean,
elle a duré 15 millisecondes, donc on a aussi du debug à ce niveau-là. Mais elle a été faite parce que le rebuild l'a demandé. Comme on peut voir ici. Pareil pour le build, parce que le rebuild l'a demandé. On a le détail des tasks. Pour chaque task, on va voir les inputs, des outputs, etc. Donc ça, c'est intéressant. On a un peu quand vos builds sont longs, vous pouvez regarder ça, les tâches qui ont pris le plus de temps. Ça peut être des fois utile. On va avoir de la recherche. Donc si je cherche en haut à gauche, je cherche compile, par exemple, il va me trouver les items, le message contient compiled. On va pouvoir directement chercher juste des propriétés aux besoins ou des items. On va voir liste des fichiers. Donc on a accès aux fichiers MSBuild complets. Et tous les fichiers MSBuild, enfin tous les fichiers XML qui ont été importés sont accessibles. On peut aussi y accéder depuis, par exemple, là je vois que j'ai fait un target build. Je ne sais pas où il est défini. Mais en fait, je vais en double-cliquant dessus, en faisant espace ou en double-cliquant, je crois. Mais en fait, ça nous sélectionne directement la target. Ça ouvre le bon fichier avec la target là où elle est. On peut voir ce qu'elle fait aussi, sa définition. Et pour Richard qui se demandait, normalement, ici, on peut voir dans le project graph, quand on a un vrai graph, c'est mieux, là. Mais tu peux voir normalement quels fichiers ont été importés, pour quelles tâches ils ont dû exécuter. Et ça te permet d'avoir ta visualisation sous forme de graphe. Là. Je t'avouerai que je l'utilise jamais, donc je ne sais pas si ça marche bien et autres, mais tu es censé avoir ça. D'accord. Donc ça, c'est vraiment très, très utile pour débugger. Et en général, quand on a, par exemple, moi, j'ai remonté un bug dans .NET 6 RC2 au niveau du source link dans Blazor. Là. Je leur ai envoyé le binlog et ils ont regardé ça, juste le binlog, et ils ont compris où était le problème, ils ont pu le débugger et puis le fixer pour la release finale. Là. Donc il y a vraiment un maximum d'informations. Juste un point important, ne le mettez pas en public par défaut. Parce qu'ici, moi, j'ai pas de problème, parce que j'ai pas de secret, mais toutes les variables d'environnement sont mises dedans. Parce qu'en fait, dans MSBuild, par défaut, toutes les variables d'environnement sont accessibles sous forme de properties. Donc, forcément, elles font partie du build, et donc elles se retrouvent dans le binlog. Donc, si vous avez secret dans vos variables d'environnement, faites attention. Ça, en fait, il ne faut juste pas le mettre public et le donner à tout le monde, quoi. Ok, d'autres petits points rapides. Enfin, rapides. Donc, ce que je disais ici, si je prends un fichier d'application console basique, là, faite avec .NET New Console, il y a un petit truc dont je n'ai pas parlé, c'est les SDK. En fait, les SDK, qu'est-ce que ça va faire? Hop. Je reprends. En fait, quand on installe .NET SDK, on va se retrouver dans Program File .NET SDK, la version de .NET. Il y a un folder qui s'appelle SDKs. Dedans, on va retrouver une liste de SDK. Donc, en fait, ce que je mets en haut ici, c'est microsoft.net.sdk. Je vais le trouver ici. Et ce que ça va faire, c'est que ça va, au tout début donc juste après l'ouverture de la base project, ça va importer le point props. Et avant la fermeture de project, ça va importer le target. Ces fichiers-là semblent assez anodins, on va dire. Ils ne sont pas très gros. Enfin, si je prends ces deux fichiers-là, ils tiennent sur quasiment un écran, sauf que là, c'est zoomé. Mais en fait, ils font plein d'imports. Et en fait, ils vont se retrouver à importer à peu près tous les fichiers qui sont ici. Et on peut voir que certains sont plutôt gros, là, parce que les fichiers de 28K, 25, 67. En fait, quand vous mettez juste un SDK comme ça, vous êtes en train d'importer entre 5 et 10 000 lignes de XML là, qui font énormément de choses. Donc, c'est ces fichiers-là qui vont en fait définir comment on va restaurer des nuggets, comment ça va compiler votre projet, quand vous faites un .NET Publish, comment ça va les outputer, etc. Donc, c'est une façon de partager vous pouvez créer vos propres SDK. Hein. C'est une façon de partager des CI, en fait, des scripts de build, avec notamment des choses custom. Là. Par exemple, si je prends ce fichier-là, dans ce projet-là, donc un de mes projets, là, moi, je ne build jamais le SLN. Sur SPH, ce que je fais, c'est que je build un truc qui utilise en fait un SDK différent. Je vais zoomer un peu. Qui est un SDK qui est défini par Microsoft aussi, qui n'est pas dans le .NET SDK, mais qui est accessible autrement, qui permet en fait de définir ce que tout le monde aimerait bien que les SLN soient, donc une liste de project références là. Donc en fait, juste avec une ligne, je suis capable d'aller référencer tous les CS projets à builder
Et pourquoi c'est utile pour moi? Parce qu'en fait, ici, quand je ne suis pas sur Windows, on peut voir qu'on a accès donc isOS Platform Windows égale false. En fait, je supprime tous les projets WPF, parce que les projets WPF ne buildent pas sur Linux ni sur Mac. Donc, ça me permet facilement au lieu d'avoir 2 SLN à maintenir ou un SLN et un SLNF, d'avoir des choses qui sont beaucoup plus simples à maintenir. Juste ça ne s'ouvre pas dans Visual Studio, mais bon. Gérald, une petite question justement, parce que tu arrives juste sur un point qui m'intéresse. Moi, sur .NET 6, c'est toujours pas possible de compiler, hein, je parle, du WPF sur Linux. Parce que je sais que c'était pas bloqué testé, par le mais SDK. je sais que ça ne marchait pas sur .NET 5, j'ai pas regardé sur .NET 6 encore. Okay. Tu peux faire un fork, supprime la condition, et puis supprime ça et tu sauras. Et ça, en gros, pour référencer des SDK custom, ce qu'il faut faire, c'est rajouter un global.json. Et dans le global.json, vous pouvez venir déclarer les SDK qui sont à définir. Ça, en fait, sont des packages Nugget, pour le coup. Donc, en fait, MSBuild va juste aller downloader le package Nugget avant de lancer vraiment votre build. Et comme ça, il pourra importer le props et le point target. Mais ça, c'est des choses qui peuvent être parfois pratiques. Là. Surtout qu'il y en a plusieurs qui sont ils en définissent plusieurs qui sont parfois utiles, là, comme celui-là. Une autre façon de partager des CI, ça va être via des packages Nuggets. J'ai pris un exemple d'un package que Microsoft a réalisé très récemment, qui permet en fait de lancer des tâches, de faire un npm install et puis de faire un npm run build quand vous buildez un projet .NET, votre projet .NET, principalement pour les projets web. Et en fait, si vous regardez, ce package-là, il n'a aucune DLL dedans. Il définit juste un fichier .target. Donc en fait, si dans le dossier build, vous mettez un fichier qui s'appelle le nom de votre package, donc là, Microsoft ASP.NET Core Client Assets, .target ou .props, ils vont être importés automatiquement pendant votre build. Donc vous allez pouvoir rajouter des choses comme ici, on peut voir. Donc là, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rajouter des targets ici, qui vont en fait faire un npm install. Je ne sais plus lequel fait un npm install, puis ensuite une autre target qui va faire votre build. Et donc ça, ce qui est intéressant, c'est que vous buildez votre projet .NET, ça build aussi toute la partie JavaScript en même temps, sans que vous ayez besoin de faire explicitement un npm install à côté, ou un npm CI, vous êtes sur un CI. Donc ça, c'est une façon de partager aussi des builds, et de ne pas copier-coller à chaque fois la même chose dans tous vos projets. Et moi, je me suis rendu compte que c'est entre autres comme ça qu'ils faisaient pour les nouvelles versions de VB depuis .NET 5 pour inclure les namespaces à défaut qui sont importés. Et à partir du moment où dans le SDK, en fait. Ouais, justement, et à partir du moment où ils l'ont mis dans le SDK, maintenant, il y a des imports qu'on ne peut plus retirer. Techniquement, si, en fait. Parce que ce que tu vas pouvoir faire, si je reviens ici, tu peux cacher, tu peux modifier les before target pour supprimer ce qui ne sert à rien. Ici. Je crois que, par exemple, si on prend les global using en C#, ils sont définis dans les SDK, mais tu peux faire ça. Remove, puis tu supprimes ce que tu ne veux pas. Ouais. Alors, moi, sur VB, je ne me permettrais pas de le faire parce que je me suis rendu compte que les N16, dans certaines situations, partaient franchement sucette. Ça, mais en tout cas, tu peux regarder où est-ce qu'il est défini exactement via le binlog, là, puis voir comment tu peux le supprimer ou le modifier à la bonne place pour qu'il soit plus gênant. Là. D'accord, donc s'il y a des opérations qui ne nous intéressent pas, on peut les retirer. Ouais, par exemple, dans le cadre d'un projet C#, ça, si tu fais ça, là, normalement, tu n'as plus ce using-là ne sera plus mis en global using alors qu'il est là par défaut. Enfin, je crois qu'il est là par défaut, celui-là, mais celui-là, c'est sûr. Moi, ça m'est arrivé sur des projets de surcharger des variables d'environnement qui permettent de créer des targets. Ça s'appelle before build, ou je ne me rappelle plus le nom exactement, parce que c'est il y a longtemps. Et je m'en servais pour que dans mes process de build, mais chaque projet était compilé dans des dossiers à part. Comme ça, je n'avais pas du bin release. J'avais un dossier propre par projet. Comme ça, après, j'avais juste à packager et j'étais bien content. Alors, c'est exactement ce que je fais. J'ai arrêté ça parce que j'ai eu des problèmes de process de build qui se fermaient mal.
ne se coupaient pas. Et j'avais des DLL que je ne pouvais plus supprimer, en fait, qui étaient loqués par un process. Résultat, la build, elle ne marchait plus. J'étais obligé de couper tous les process et après, je relançais ma build. J'ai eu le cas avec Wix, par exemple. Et tu vois ici, pour les consoles, là, j'ai supprimé le Global Using System. Je vais voir que j'ai une erreur de compilation, parce que maintenant, si la console n'existe plus, parce qu'il n'y a plus le système pour le Using System. Donc, c'est vraiment une façon de supprimer. Puis, juste pour le fun, si je recompile ça et que je vous montre un binlog qui va... Hop, forcément, je l'ai plus. Hop. Donc ça, c'est un build d'un projet .NET vide. Hein, c'est juste une application console la plus vide possible. Donc ça, c'est les targets. Donc celles qui sont en gris sont celles qui sont définies, mais elles n'ont pas besoin d'être évaluées parce que ils ont les bons inputs et outputs. Donc c'est juste des targets qui vont être skippés parce qu'elles n'ont pas besoin d'être réévaluées. Donc, vous pouvez voir juste la liste des targets pour builder un projet console. Donc oui, donc là, il y avait le build, et puis normalement, tu devrais retrouver le before build dont tu parlais un peu avant. Build core, je ne sais jamais. Ouais, target, before build. Donc pareil, la recherche, on trouve directement. On peut voir que ça dépend de build. Et ici, on peut même voir... en fait, c'est une target qui est vide, celle-là, parce que c'est juste pour que vous puissiez mettre justement l'exécuter, vous mettre l'exécution avant le build ou après le build. Là. Comme ça, ils mettent des targets vides qui vous permettent justement de vous plugger à certaines places du build. Exactement. Bon, écoute, super. Je suis rentré dans les plans, c'est cool. Non, moi, il y a surtout un truc, c'est que MS Build, ça date de quand? De toujours. De tout début. Hein. Je Oui, pense que la voilà, première version, c'est .NET 1, peut-être même avant. Ouais. Voilà. Ou .NET 1. Et moi, ce qui m'épate, c'est qu'on en apprend encore tous les jours et que, effectivement, sur des notions de base comme ça, c'est super important de savoir comment ça se passe. Et c'est super instructif comme présentation. Après, moi, bon, la présentation est super. J'ai aussi appris pas mal de trucs, Gérald, merci. Mais moi c'est un truc que j'utilisais pour nos builds il y a des années et des années. J'en suis reparti parce que c'est franchement difficile à maintenir. Quand je demandais avant s'il y avait des outils de refactoring, effectivement, j'ai essayé vite fait vers Rider. Tu peux pas renommer, ça marche pas. Et c'est vrai que maintenir une build qui est complexe avec du XML, ça devient vite un peu l'enfer, quoi. Donc moi ce que j'avais fait, c'est j'étais passé de MS Build à un truc qui s'appelle Cake Build, qui est du C# script, qui est déjà une évolution, mais la dernière étape que j'ai fait, c'est nuke.build. Et là, c'est vraiment du C#. Et tout ce que nous a montré Gérald, on peut le réécrire en C#. Et donc, ça veut dire qu'on peut le débugger, on peut le lancer avec un débugger, mettre des breakpoints, on peut aller voir les variables, on peut aller faire du step-by-step, on peut naviguer, on peut utiliser tous les nuggets qu'on veut pour faire ça. Et pour moi, aujourd'hui, je ne reviendrai plus en arrière, quoi. C'est vraiment le fait d'écrire un programme de build dans C#, ça a vraiment une valeur ajoutée de dingue, je trouve. Ouais, mais les concepts sont les mêmes. Ouais, ça, de toute façon, c'est assez générique pour que ça s'applique à peu près à tout. Là. Ouais. Après, le seul truc qui est un peu embêtant quand tu utilises justement des cakes ou d'autres, c'est que c'est .NET, quand ils fournissent ces nouvelles features, c'est toujours via MS Build. C'est jamais via Cake ou via Nuke. Voilà. Tu es obligé à chaque fois soit de le réimplémenter dans l'autre système, soit d'attendre que les autres le réimplémentent pour toi. Je trouve ça un peu embêtant, là, mais clairement, c'est vraiment intéressant comme alternative. Là. Et concernant MS Build, il y a là tu mets là, sur la page, là, il y a une mise à jour il y a pas longtemps là. Parce que ça vient que .NET, ils ont shippé en même temps que Visual Studio et .NET là. Est-ce qu'il y a un vrai suivi? Est-ce que c'est quelque chose qui vit au sein de Microsoft?
Ouais, c'est quelque chose qui vit, hein, tu peux voir. En fait, d'ailleurs, ils ont même donc tu peux voir chaque version introduit des nouvelles choses. Ils ont fait un truc pour éviter les breaking change potentiellement, parce que justement, ils introduisent des nouvelles features qui peuvent être dérangeantes pour certains projets un peu plus vieux. Là. Ils sont appelés les exchange waves. Tu peux dire que voilà, certaines fonctionnalités, toi, tu as envie de rester sur la version 16 en gros pour certaines fonctionnalités là, et de ne pas prendre les nouvelles versions, enfin les nouveautés des nouvelles versions. Donc, il y a quand même des nouveaux concepts qui sont bloquants et ils font aussi des mécanismes pour éviter. Donc il y a un vrai suivi actuellement, quoi. Ouais, il y a un suivi et ça continue d'évoluer. C'est pas quelque chose qui est prévu de mourir dans les prochaines années, à mon avis. Là. Ça va jamais mourir. Seul truc qui devrait mourir, c'est les SLN. Ça serait bien. Ouais, bon, ça c'est un autre sujet. Bon, écoute, Gérard, c'était super intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses, comme d'habitude. Hein. Si vous aviez d'autres commentaires ou non, bon. Eh ben, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, normalement. Et normalement, on devra avoir un petit peu de F#. Il devrait être présenté la semaine prochaine. Avec Nicolas. Je ne sais pas s'il est toujours là. Parce que Nicolas non, il n'est plus là. Bon, c'est pas grave. Donc, Nicolas qui devrait nous présenter des trucs à propos de F#. Voilà. Eh ben, écoutez... bonne soirée, bonne nuit, faites de beaux rêves et à la semaine prochaine. Et portez-vous bien. Ciao. Ciao. À plus. À plus.